Architecte de profession, il a bâti en peu de temps un parti politique pour défendre les droits linguistiques des Anglo-Québécois. Bonjour, M. Lippmann. Bonjour. M. Lippmann, vous avez été ce qu'on appelle dans le langage populaire une vocation tardive en politique. Quels événements vous ont poussé vers la politique? Est-ce que ça a été l'élection d'un gouvernement indépendantiste en 1976 ou le référendum de 80 ou un autre événement? Mais en fait, d'abord, il faut dire que je ne pensais jamais que j'allais être en politique un jour. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être un architecte. Mais il y a certains événements, certaines circonstances politiques qui m'ont poussé dans cette direction, de commencer de réfléchir sur ça. Évidemment, en 1976, la communauté anglophone a commencé de se questionner après l'élection du Parti québécois. Après, plusieurs années plus tard, dans les années 80, aussi, il y avait une tendance dans la communauté anglophone qui était un peu préoccupant, le fait qu'il y avait plusieurs jeunes dans la communauté qui sont partis, qui quittaient le Québec. Plusieurs de mes parents et mes amis sont à Toronto, sont partis. Même mon frère, en 87, a décidé de déménager aux États-Unis. Pas eu envie de le suivre? D'une certaine façon, oui. Alors, je me posais la question, est-ce que je quitte comme la plupart d'autres personnes ou est-ce que je reste ici, mon pays d'origine, ma ville d'origine, la province du Québec, et on fait quelque chose là-dessus? Et c'est un petit peu plus tard, peut-être vers 87-88, que là, vraiment, vous et d'autres de vos amis avez commencé à parler d'un mouvement, ou peut-être même d'un parti politique pour les Anglo-Québécois. Exactement. Il y avait certaines choses qui ont ponctué l'histoire à ce moment-là. Il y avait cette fameuse déclaration par Iberville Fortier, qui était le commissaire des langues officielles du Canada, en 1988, lors de le dépôt de son rapport annuel. Elle a dit que la loi 101 humiliait la communauté anglophone. Une phrase dans son rapport faisait allusion à ça. Et au lieu de susciter un débat au sein de la société québécoise, il y avait immédiatement censure unanime à l'Assemblée nationale. Ainsi que cette Assemblée nationale dénonce vigoureusement les propos tenus par le commissaire aux langues officielles du Canada au sujet de la minorité anglophone du Québec et lui demande de s'expliquer, et que l'Assemblée nationale réaffirme qu'elle a toujours exercé la compétence linguistique qui est la sienne de façon tout à fait démocratique, de manière à assurer la survie de la collectivité francophone et à endiguer la menace d'anglicisation. Conformément à l'article 201 de notre règlement, je vais d'abord mettre aux voix l'amendement présenté par M. le Premier ministre. Que ceux et celles qui sont en faveur de l'amendement présenté par M. le Premier ministre veulent bien se lever. M. Bourassa, Saint-Laurent, M. Gratton, Gatineau, M. French, Westmount, M. Chiachia, Mont-Royal, M. Johnson, Vaudreuil-Soulanges. Le Parti libéral unanimement a appuyé cette motion. Même John Chiachia est venu de Montréal spécialement pour voter en faveur de cette motion de censure. Et ça a vraiment allumé un feu à l'intérieur de moi, d'une certaine façon. Et j'ai réalisé à ce moment qu'il n'y avait pas une voix pour la communauté anglophone au sein de l'Assemblée nationale. Et dans cette période-là, il y avait tout, dans le décor, il y avait la fameuse loi sur l'affichage bilingue. C'est un contexte qui favorisait ça aussi. Mais c'est ça, la loi 101 ne permet pas aucun affichage extérieur commercial que le français. De plus. On poursuit quand même des édifices, des établissements, et on leur demande d'annoncer bœuf mariné au lieu de smoke meat. Et ça a été fait par le présent gouvernement. Alors, je pense qu'on pourrait... La Cour suprême finalement a rendu sa décision en décembre 1988 qui disait que cette loi, ou cet aspect de la loi 101, a violé les droits fondamentaux, les droits individuels. Et au même temps, la Cour suprême a offert sur un plateau d'argent au gouvernement Bourassa une solution, un compromis,
qui disait que ce sera une limite raisonnable aux droits individuels si un gouvernement légifère la prédominance de français pour s'assurer qu'il y a un visage français au Québec, mais sans l'interdiction des autres langues. Alors ça, c'était offert par la Cour suprême et moi, je croyais à l'époque que c'était une opportunité idéale pour Robert Bourassa de répondre dans cette façon-là, satisfaire les Anglo-Québécois qui pourraient voir au moins symboliquement leur langue sur une affiche et au même moment s'assurer que les visages français du Québec resteraient intacts avec le français sur chaque affiche commerciale. Mais la tension a monté d'une certaine façon. Il y avait une manifestation nationaliste sur les rues de Montréal et Robert Bourassa a reculé devant cette pression et a décidé d'aller outre la décision de la Cour suprême en invoquant la clause non-obstant qui lui a permis de outrepasser une décision de la Cour suprême et elle a maintenu l'interdiction sur les autres langues sur les affiches avec la loi 178. Et c'était ça qui a vraiment été le goutte d'eau qui a fait détourner la vase dans la communauté anglophone, ce sentiment que Robert Bourassa, qui nous a promis ça depuis son élection, a complètement violé cette confiance. Et là, vous sentiez l'urgence de bâtir un parti politique, mais vous aviez peu de temps pour le faire. Voilà, exactement. On a réalisé qu'il y a une élection sur l'horizon. On n'a eu que des discussions, les discussions informelles, et le temps pressé. Il faut cristalliser ces discussions vers quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Alors, mais ce n'était pas trop difficile parce que la communauté anglophone était enragée par le geste de Robert Bourassa. Tout le monde clamait pour quelque chose. La Gazette a parlé de la nécessité d'avoir une autre voie, peut-être un autre véhicule politique pour répondre à cette crise linguistique ou cette crise de confiance entre la communauté anglophone et le Parti libéral du Québec. Alors, pour nous, de récolter des appuis parmi monsieur et madame tout le monde était assez facile. C'était juste la question de coordonner les efforts d'une façon réelle pour que ces efforts se réalisent avec un véhicule légitime, crédible, comme parti politique ou comme une organisation. Et pour fonder le Parti Égalité, quels appuis aviez-vous dans la communauté anglophone? Est-ce que c'était juste un petit groupe qui s'est vite élargi? Comment ça s'est formé? Mais appui officiel, ça n'existait pas dans l'establishment de la communauté anglophone, dans la hiérarchie de la communauté anglophone. Il y avait toujours l'importance de maintenir les liens avec le parti gouvernemental. Mais parmi les anglophones ordinaires, le monsieur et madame tout le monde, on a entendu une certaine vague de frustration sur les ondes des lignes ouvertes. Et parmi, il y avait des discussions là-dessus. Moi, j'ai commencé d'avoir ces mêmes discussions chez moi, au bureau, avec certains de mes amis. Alors, on a commencé d'organiser, pas vraiment une organisation, mais juste d'organiser une certaine série des discussions. Et ces séries de discussions sont élargies un peu entre amis qui s'agrandit en nombre. On a commencé avec 3 personnes, 3 amis, on est devenu 5, 9, 12, 14. On a eu des réunions à chaque semaine ou deux, ou dans mon bureau, ou chez moi, ou chez quelqu'un d'autre, juste pour discuter ces questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplir un peu cette vide politique qui existe? Est-ce qu'on songe à créer un parti politique? Est-ce qu'on crée une organisation? Parce que aussi, il y avait le sentiment que l'Alliance Québec qui existait à l'époque était trop mou, n'a pas fait assez pour contester certaines actions du gouvernement. Alors, c'était dans ce sens-là, très informel, qu'on a commencé de discuter quelque chose. On ne savait pas quoi exactement, mais on a commencé de discuter qu'il faut faire quelque chose. Mais ça prend du financement, ça prend des candidats. Quand approche une élection, comment avez-vous réussi à rencontrer ces échéances-là? Mais en fait, on a réalisé avec des discussions qu'on a eues avec le directeur général des élections, la formule ou la recette était devant nos yeux, en fait. Parce que le directeur général des élections nous dit que pour former un parti politique, il faut au moins ramasser des signatures, 100 signatures d'une dizaine de 10 comtés, 10 circonscriptions provinciales.
Alors, c'était vraiment ça nous donnait une orientation assez réaliste. Il faut aller chercher 10 comtés, 10 groupes, 10 pétitions de 100 personnes dans chaque groupe, chaque circonscription. Alors, ça, c'était un but. On avait un but concret. Alors, on est parti pour chercher ces signatures. Et cette démarche d'aller porte à porte dans les comtés comme Robert Baldwin, NDG, Darcy McGee, Westmount, etc., Saint-Laurent, on a commencé d'avoir des personnes qui ont voulu nous aider. Alors, la création de chaque ou de 10 associations de comtés était vraiment l'origine ou la stratégie au début. Ça nous a permis de mettre une emphase sur un effort spécifique. On a ramassé des gens, des supporters, on a créé des organisations, on a octroyé des tâches à tout le monde, relations publiques, développement d'un programme politique, toutes les choses nécessaires. On a créé un comité. Ça, c'est quelque chose qui existe souvent dans la politique. On crée des comités. On a créé des comités, mais aussi on avait des 10 associations de comtés qui pouvaient commencer d'agir comme un parti politique. Et ça, c'était la formule assez simple. On a distribué des pamphlets dans chaque association une fois qu'on avait ces personnes en place pour tenir une assemblée publique. Et on a commencé au mois de mars 89 de tenir des assemblées publiques pour la fondation de chaque association de comté. Et quand l'élection est arrivée, est-ce que vous pensiez vraiment renverser le Québec ou si vous aviez des objectifs plus modestes? Les objectifs, effectivement, étaient très modestes au début. On a voulu vraiment envoyer un message qu'il y a une certaine composante de la société québécoise qui était fâchée, qui se sentait mal à l'aise, qui n'avait pas une voix politique. On a voulu vraiment envoyer ce message au Parti libéral et effectivement pour que le Parti libéral tienne compte de certaines des préoccupations de la communauté. Ça, c'était vraiment l'objectif initial. On ne pensait jamais à ce moment-là qu'on va faire élire des députés. Alors, le processus durant 1989 était assez simple. On tient une assemblée publique en Notre-Dame-de-Grâce, on attire des centaines de personnes, les gens mettent de l'argent sur la table, les memberships sur la table, et on crée une vague dans les journaux. Le lendemain, où le média couvre ces événements, alors ça nous donnait un peu de la notoriété qui augmentait la capacité d'attirer des personnes, d'attirer des supporters, des militants. Et une par une, on a commencé avec Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent, etc. Chaque 2 semaines, on a eu une assemblée publique, on a ramassé un peu d'argent, on a eu plusieurs membres, plusieurs bénévoles, plusieurs militants. Et après plusieurs mois, il y avait une quinzaine des associations de comté qui étaient déjà organisées. Et finalement, vous avez présenté des candidats dans combien de comtés, et principalement dans la région de Montréal? Oui, 19 comtés sur l'île de Montréal. En fait, on était capable, je ne sais pas comment, mais on était capable de ramasser près de 300 000 $ dans cette période de 6-7 mois entre mars et l'élection de 25 septembre. Ça ferait l'envie de bien des partis politiques. Oui, c'est ça, mais même des personnes avec l'expérience politique, certains anciens militants du Parti libéral nous ont aidés pour développer une stratégie. Il y avait toutes des éléments à mettre en place. On a créé certains points assez simples, certaines pierres angulaires de notre politique. On parlait de l'unité canadienne, le bilinguisme et la primauté des chartes des droits et libertés. Ça, c'était les 3 fondements de notre parti. Et avec le passage de temps en 89, de plus en plus de personnes, comme j'ai mentionné, ont gravité envers nous et ça a commencé de décoller d'une certaine façon. Et pourtant, vous n'avez pas présenté de candidat dans le comté d'Outremont qui était sympathique aux libéraux traditionnellement. Il y a une certaine proportion dans l'Anglo-québécois. C'était Gérald Tremblay à l'époque, qui est devenu plus tard maire de Montréal. Pourquoi pas de candidat contre lui? Ça, c'est une histoire intéressante. En fait, une des personnes qui était très impliqué dans notre parti était Morty Brownstein, le propriétaire des chaussures Brown, qui a ramassé pas mal d'argent pour notre parti. Lui, il est venu nous voir parce qu'il connaissait bien Gérald Tremblay. Il travaillait avec lui dans le monde des affaires. Il nous a demandé si on peut considérer la possibilité de ne pas présenter un candidat Outremont. Parce qu'Outremont, il y a une forte concentration
des anglophones qui appuient typiquement le Parti libéral, mais les pourcentages de vote outrement entre francophones est divisé entre libéraux et péquistes. Alors, si on présentait un candidat outrement, on risquait de diviser le vote, au moins d'arracher le vote anglophone de M. Tremblay qui pourrait faire élire le Parti québécois. Alors, on a décidé de ne pas présenter un candidat outrement et Gérald Tremblay a été élu. Sinon, s'il a perdu les 3, 4, 5 000 votes qu'on pourrait avoir autrement, ça se peut qu'il ne sera pas élu. Et vous, comme chef de parti, comme candidat dans Darcy McGee, quel genre de campagne vous avez mené? Est-ce que vous êtes concentré dans votre circonscription ou si, comme chef, vous avez fait quand même un tour de piste? Moi, j'ai profité du rôle de chef de parti d'avoir beaucoup de couverture médiatique, évidemment. Je me suis présenté à chaque assemblée publique dans toutes les circonscriptions, ainsi que les annonces éventuelles de tous nos candidats dans chaque comté, qui m'a donné un avantage énorme sur mon adversaire local à Darcy McGee. En fait, à Darcy McGee a toujours livré les plus hauts pourcentages pour le Parti libéral dans l'histoire, autour de 90-95 %. Alors, le Parti libéral était toujours habitué à avoir ce siège-là. C'était un choc pour eux de perdre ce siège. En fait, c'était une des comtés où il y avait un ministre démissionnaire. Herb Marks, l'ancien ministre de la Justice, était le député. Lui, il a offert sa démission suite à l'adoption de 178. Alors, on savait que c'était un comté propice à être gagné par nous, là. Et finalement, mon adversaire, c'était très difficile pour lui. Le vague était très fort dans notre faveur dans ce comté. Mais j'avais toujours peur que, pas seulement chez moi, mais dans les autres comtés, qu'à la dernière minute, les anglophones vont hésiter, vont retourner à leur tradition de voter libéral. Il y avait toujours la préoccupation dans la communauté anglophone que leur vote pour nous pourrait diviser le vote libéral pour faire élire une péquiste. Alors, on a ciblé les comtés où ce risque n'était pas réel pour rassurer les gens qu'ils peuvent voter pour nous sans aider les partis québécois indirectement. Et le soir des élections de 89, vous êtes élu avec 3 de vos collègues. Quelle a été votre réaction? Un peu de stupéfaction, d'une certaine façon. Moi, je n'étais pas sûr. Moi, vraiment, je ne pensais pas que je serais élu. Mais j'étais élu avec un pourcentage autour de 60 % qui était un peu choquant. On a gagné 4 sièges, on a fini deuxième dans 5 autres. Et selon les statistiques, on a ramassé près de 55 % des votes de tous les anglophones dans tous les comtés où on s'est présenté des candidats. C'est beaucoup. C'est pas mal beaucoup. On n'était pas sûr si le vote était solide avant l'élection. On ne savait jamais si, à la fin de la journée, le soir de l'élection, le jour de l'élection, est-ce que les gens vont avoir la confiance de vraiment voter pour un tiers parti comme nous, sans aucune expérience, un parti qui était vraiment organisé à l'improvise, sans avoir des racines politiques au Québec. Je n'étais pas sûr, vraiment, je n'étais pas sûr et je doutais qu'il y aura une vraie victoire. Mais avec un appui aussi fort de la communauté anglophone, est-ce que vous avez réalisé le lendemain l'ampleur de la tâche là, que vous aviez accomplie? C'était un miracle. Vraiment, la victoire était assez inattendue par tout le monde, que c'était vraiment une célébration que je ne pouvais pas... j'attendais pas à ça. Et même la presse francophone a commencé à réagir d'une certaine façon parce que pour eux, nous étions en curiosité. Ils n'ont pas vraiment suivi de près l'évolution de la démarche et ça suscitait beaucoup des points d'interrogation dans la presse francophone et surtout les semaines qui suivaient ce résultat-là. C'était très intéressant de voir les éditoriaux dans les journaux, surtout francophones. Et le lendemain de cette soir-là, j'étais devant le miroir en train de raser et j'ai réalisé pour la première fois que ma carrière comme architecte était mise en attente. Ça, c'était un peu difficile à avaler.
6 semaines plus tôt, j'ai demandé à mes patrons au bureau d'architecte si je peux prendre ces 6 semaines pour la campagne et je reviendrai le 27 septembre. Mais le 26 septembre, le lendemain de l'élection, j'ai réalisé pour la première fois, c'est fini pour l'instant. Moi, je suis un député, je dois aller à Québec. Ma vie va changer d'une certaine façon, mais les attentes dans la communauté anglophone étaient énormes. Alors, est-ce qu'on va être capable de livrer ces attentes-là? Est-ce que moi, qui aura un emploi très visible à partir de ce moment-là, avec aucune expérience, vraiment, je n'avais pas le pif politique ou l'expérience ou la connaissance politique de vraiment répondre correctement à ces attentes-là, et ça m'inquiétait d'une certaine façon. À l'arrivée à l'Assemblée nationale, dans les jours suivants, là, et plus tard, quelques semaines plus tard, la session parlementaire. Comment avez-vous réussi à vous faire accepter, parce que vous étiez un petit groupe? Mais en fait, il y avait une caricature dans Le Soleil, juste avant notre première arrivée à l'Assemblée nationale, d'une soucoupe volante qui est descendue au-dessus du château Frontenac avec nos 4 visages là-dedans et le mot Equality Party là-dessus. Alors, comme j'ai mentionné, on était une curiosité. Personne ne savait quoi attendre. On avait ces 2 députés qui étaient presque unilingues anglophones, M. Atkinson et M. Cameron. Mais je dois admettre qu'au début, M. Richard Holden il était très important pour nous. C'était un vieux routier politique. Il se présentait pour le Parti conservateur et avait beaucoup de l'expérience politique. Alors lui, comme avocat, il a sauté sur cette question, nos droits dans l'Assemblée nationale, une participation sur certains comités, nos droits de parole. Alors il a commencé d'avoir ou d'organiser des rencontres entre moi, lui, et les représentantes ici à l'Assemblée nationale pour aborder ces questions. D'abord, il a organisé une rencontre avec M. Bourassa pour discuter avec le Parti libéral cette question. Mais un autre côté de M. Holden est la façon qu'il aime parler. Alors, la rencontre qu'on avait à la maison de M. Bourassa était organisée pour un samedi après-midi. J'ai eu un appel de M. Bourassa une heure avant cette réunion qu'il y a plein de journalistes sur le gazon de sa maison. Alors, on a annulé la réunion. Alors, j'ai réalisé très vite que M. Holden pourrait être très utile, mais aussi il aime parler. Il a parlé à un de ses amis journalistes et c'était très difficile pour lui de retenir cette information-là. Ben oui. Alors, mais une semaine après ça, on est venu ici pour rencontrer le secrétaire de l'Assemblée nationale, aussi Michel Pagé, qui était le leader parlementaire libéral à l'époque, pour discuter de ces questions-là. Mais plus importante était nos rencontres avec le Parti québécois, parce que le Parti québécois, c'est eux qui partageaient l'opposition avec nous. Est-ce qu'ils vont consentir à nous ouvrir un peu le droit de parole ou certains privilèges qui incombent à eux normalement, parce que notre participation sur les comités enlève une de leurs représentants sur les comités de l'opposition sur toutes les autres instances parlementaires. Alors ça, c'était aussi une réunion intéressante pour notre première visite ici, rencontrer Guy Chevrette et Jacques Parizeau. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai réalisé à ce moment-là que malgré les divergences politiques qui peuvent exister entre des personnes, il y a un certain lien des collègues qui existe, une certaine jovialité entre collègues ici à l'Assemblée nationale que je trouvais très intéressante. Guy Chevrette était très amical, très amiable. On a discuté la question de droit de parole, période de questions bureau avec lui. Ensuite, M. Parizeau a rentré dans la réunion et on a réalisé très vite que c'était un calcul politique pour M. Parizeau, pour le Parti québécois. Si notre parti peut devenir plus fort, ça affaiblira le Parti libéral qui pourrait aider indirectement le Parti québécois. Alors, on était un peu les alliés objectifs du Parti québécois et on se sentait qu'il avait à l'esprit cette façon de nous manipuler d'une certaine façon. Comme vous aviez peu d'expérience, ou à peu près pas, là, vous et vos collègues, les libéraux et les péquistes ont cherché à tirer avantage de ça? Oui, je pense que oui, surtout Michel Pagé, qui était très smooth, un opérateur très
très smooth. In fact, it's clear that before you learn to walk, it's before you have to learn to run. Alors, Michel Pagé, la façon qu'il opère, il a vu que Holden pourrait être un allié pour lui pour essayer d'avoir ce qu'il veut de temps en temps. Sauf qu'au moins, Holden était capable de vraiment avoir pour nous, au début, certains privilèges ici à l'Assemblée, des bureaux, comme une certaine participation au débat, participation au comité. Et il y avait d'autres privilèges qu'il était capable de négocier pour nous. Et à l'Assemblée nationale, le fait que ça se passait tout en français, est-ce que ça dérangeait votre parti? Pas vraiment au début. En fait, M. Atkinson a pris un engagement pour prendre des cours de français de Berlitz. Alors lui, il a pris ça très sérieusement au début. En fait, il a appris pas mal des mots, mais pas des subtilités de la langue. Mais il n'y avait aucun problème là-dessus. Les autres membres de l'Assemblée nationale étaient toujours respectueux quand M. Atkinson ou M. Cameron ou moi-même on parlait anglais dans l'Assemblée nationale. Il n'y avait aucun problème avec ça. Mm-hmm. Et vos premiers discours, vos premières interventions, les principaux dossiers auxquels vous vous êtes attaqué, là, vous avez une mémoire de ça? Oui, en fait, le premier discours que j'ai prononcé était en réponse au discours inaugural du Premier ministre. Il faut comprendre qu'une grande partie de la communauté que nous représentons visionne les délibérations de l'Assemblée nationale de façon très particulière. Elle surveillera le traitement de notre minorité à l'intérieur de l'opposition et l'attitude de la majorité ici à l'Assemblée nationale qui reflètera sur le Québec tout entier. We believe in the parliamentary system and we have full confidence that the Speaker, who represents all members, will display that sense of fairness and openness which must be the hallmark of every democratic legislature. J'ai parlé évidemment des enjeux linguistiques, les enjeux constitutionnels, mais aussi j'ai parlé du fait qu'il faut peut-être, notre élection à l'Assemblée nationale pourrait être une occasion idéale pour trouver ce terrain d'entente, cet équilibre entre deux importants objectifs. D'abord, maintenir ou s'assurer que le Québec aura toujours un visage français, ou le Québec restera toujours français à l'intérieur de cette mer nord-américaine anglophone, mais au même moment en respectant les droits des minorités, de toujours garder une place pour les autres composantes de la société québécoise. Ça, c'était vraiment le message de mon discours inaugural. Et c'était ça, idéalement, l'objectif de notre présence à l'Assemblée nationale, d'essayer de concilier d'une certaine façon ces deux solitudes, si vous voulez, plutôt que de laisser l'impression qu'il y avait une dichotomie ou une division entre les deux grandes communautés au Québec et au Canada. C'est très intéressant, M. Libman. On continue la semaine prochaine. Plaisir.